Marketeuses. On attaque le M-commerce, retail et mobile. Je suis très heureux d'accueillir sur scène Katia Hersart, qui est directrice e-commerce et marketing de la Fnac. Je pense qu'on peut l'applaudir. Et j'accueille aussi Frédéric Krebs, le directeur marketing des cinémas Gaumont-Pathé. On peut l'applaudir aussi. Donc Frédéric, on t'a connu pendant de nombreuses années chez Allociné. Donc tu es passé du on au, j'allais pas dire au off, mais au multicanal. Et l'idée ce matin, c'est, je crois, présenter un petit peu les travaux sur les qualités qui se retrouvent du coup dans la poche de pas mal de Français. Est-ce que tu peux d'abord nous parler de ton arrivée chez Gaumont-Pathé, tes missions, et puis après on ira sur la présentation. Vas-y. Alors, voilà, bonjour à tous. Je vous ai préparé une petite présentation qui justement va permettre d'aborder en fait tous ces sujets-là. Et déjà, je vais peut-être démystifier un peu les choses. Donc non, je ne travaille pas en production. Non, je ne travaille pas en distribution parce que beaucoup de gens se trompent. Je travaille avec les commerçants, avec ceux qui sont en direct avec le public. Donc dans la partie ce qu'on appelle l'exploitation. Donc en deux mots, hein, juste pour bien fixer les choses. Les cinémas Gaumont-Pathé, c'est quoi? C'est le premier circuit de cinéma en France. D'accord. C'est un circuit qui est issu de deux grands-mères, Gaumont d'un côté, Pathé de l'autre, puisque ce sont les deux plus anciens circuits en France qui ont été réunis donc, en 2001 et qui donc aujourd'hui en fait représentent 70 cinémas. Ah oui, j'ai oublié une chose très importante, c'est que ce circuit, donc Gaumont-Pathé, est dirigé par un jeune start-upper de 80 ans qui s'appelle Jérôme Sédou et j'ai passé lors de mon entretien d'embauche 2 heures incroyables avec lui en train d'essayer d'imaginer le cinéma du futur. Et en fait mon job c'est d'essayer justement d'imaginer ce que va être votre expérience dans les cinémas d'ici 5-10 ans. Voilà. Donc c'est 70 cinémas en France, répartis de façon à peu près homogène sur tout le territoire. C'est surtout 50 millions de spectateurs par an. Je ne sais pas si vous voyez la masse de personnes qu'on doit accueillir dans nos cinémas. Et on va en reparler. C'est l'une des raisons de la transformation digitale qu'on va évoquer. C'est justement comment on fait pour rendre tout ça très fluide pour ces personnes-là. Et enfin, donc, ça correspond à 25% de part de marché. Donc c'est pour ça que je dis qu'on est le leader en fait, de ce marché, puisque UGC, CGR, enfin, tous les autres circuits de cinéma sont loin derrière. Un élément donc, qui va vous intéresser, c'est qu'aujourd'hui, sur ces 50 millions de billets qu'on vend chaque année, il y en a 15% qui sont vendus à travers le digital, d'accord, à travers les outils qui sont à la fois web, site mobile et applications. Derrière ça, voilà, donc 40% en fait, de ces 15% sont, donc ça veut dire, si je calcule bien, c'est 3 millions de billets en fait, qui sont vendus dès aujourd'hui à travers le mobile, donc 40% des 15% de e-billets. L'objectif, c'est quoi? C'est d'arriver à doubler en fait, donc le nombre de e-billets vendus d'ici 2 ans. Donc ça, c'est quand même un objectif assez fort, sachant ça fait très longtemps qu'on oscille entre 10 et 15%, et de faire surtout 70% de ces e-billets sur mobile. Donc ça veut dire que l'axe majeur, prioritaire, absolu, c'est la mobilité, c'est donc ce que vous avez dans vos poches. Et c'est donc de ça dont je vais vous parler rapidement. En gros, la mission, c'était quoi? On a lancé donc, en décembre dernier une nouvelle application mobile qui a fait table rase de ce qui existait dans vos poches depuis 7 ou 8 ans. Et aujourd'hui, je peux le dire, parce que je suis assez fier du résultat. Au passage, je fais une petite pub, je ne sais pas s'il est encore dans la salle, pour ceux qui nous ont aidés à le faire. Les Mobilizer et Brocélia, qui est un super attelage. Je vous les recommande chaudement parce on est plutôt fiers du résultat de ce que ça a pu donner. Donc aujourd'hui, voilà, c'est l'application cinéma la plus rapide et la plus simple du marché. Pourquoi je dis ça? C'est que par opposition peut-être à des Allociné qui font un très bon boulot, hein, mais qui ont pris un virage très média, très pub, nous, la chose principale, c'est de rester le plus light, le plus léger et le plus rapide à utiliser pour que les utilisateurs puissent dégainer dans la poche cette application. Tout ça, c'est pas né comme ça d'une intuition, hein, c'est qu'on a fait le tour. Moi, personnellement, j'ai été visiter 55 cinémas en 2014. J'ai discuté avec des agents, des utilisateurs, des spectateurs, des directeurs de salles. Et en fait, tout ce que vous allez voir juste après, derrière, correspond un peu
retour d'expérience que j'ai pu avoir sur place. L'autre point fort, c'est que souvent les gens se pointaient en fait au cinéma. Ah mince, j'ai oublié ma carte de feed. Ah mince, j'ai oublié ma carte Le Pass. Là, le Pass, c'est l'abonnement au cinéma. Donc on a intégré en fait ces deux éléments. Donc ça, c'est un des points forts de l'application, c'est que dorénavant, voilà, ces deux outils sont disponibles au sein de l'application. Et là, vous avez un échange d'utilisateurs que j'ai vu sur Twitter il y a 2 jours. Il y a une semaine, pardon, pour justement parler de comment ils aiment bien cette partie-là. Un autre point important, là aussi, c'est comment on lutte contre le piratage, parce qu'on pourrait se dire, bah, tiens, on peut pirater en fait ces cartes, c'est-à-dire prendre une photo de la carte et puis de la présenter au point de contrôle. Et donc, on a mis en place tout un ensemble de systèmes anti-piratage. Par exemple, en retournant votre téléphone, donc la carte en fait s'adapte automatiquement au téléphone et à la façon dont c'est incliné, ce que vous ne pouvez pas faire avec une photo. L'autre élément très important, et là on va faire une petite démo, c'est ce que j'appelle le super scan. C'est une fonctionnalité en fait qui peut vous paraître peut-être ancienne, mais voilà, qu'on va remettre un peu sur le devant de la scène. C'est que vous pouvez, alors, je ne sais pas si on peut passer en mode démo tout de suite, c'est que vous pouvez en fait rendre... on peut passer en mode démo, s'il vous plaît. Hop. Je vais essayer de le faire en live. Ça va s'afficher. On va y être presque. Donc, en grosso modo, c'est de rendre n'importe quelle affiche. Ça passe ? Oui, ça passe. Voilà. Droit, ouais. Vous allez devoir tourner la tête pour que ça fonctionne. Ne bouge pas, ça va marcher. Ouais. Donc, en fait, c'est de pouvoir rendre n'importe quelle affiche comme un point de vente. Un peu ce qu'a fait le comptoir des cotonniers récemment. Mais vous allez vite comprendre de toute façon. Hop. Si j'y arrive, voilà. Donc, vous imaginez, voilà, c'est pouvoir. Vous voyez, ça a été très rapide. Je sais pas si, donc là, j'avais une affiche en fait d'American Sniper en fait sur la table qu'on peut voir ici. Vous avez vu. Et donc là, très rapidement, je sais que la salle de notre circuit qui est la plus proche, c'est Gaumont-Champs-Élysées, et que la prochaine séance d'American Sniper, c'est à 13h, et que je peux acheter, là, en 2 clics derrière, j'ai ma place en fait pour ce film. Voilà, je le fais vite parce que sinon il n'y aurait plus de place pour Katia et ce serait dommage. On peut revenir sur la présentation. Hop. Ok. On va y arriver. Voilà. C'est reparti. Donc ça c'est Superscan et ça commence à prendre un peu de traction en fait dans nos cinémas, même si les gens sont plus habitués aujourd'hui à scanner des QR codes. Le problème, c'est que c'est très difficile de mettre, parce que comme on a énormément de films qui sortent chaque semaine, c'est très difficile de pouvoir mettre des QR codes sur l'ensemble des affiches disponibles dans un cinéma, ou même dans la presse ou dans la rue. Donc on a pensé que le fait de pouvoir scanner en fait une affiche était beaucoup plus efficace. L'autre élément, mais ça c'est connu, c'est que maintenant vous avez à chaque fois, donc vous achetez un billet, votre billet, comme pour la SNCF ou le Air France, votre billet est dans votre application. L'autre truc important, c'est qu'il y a un seul QR code, quel que soit le nombre de personnes avec qui vous êtes et que vous venez au cinéma. Par exemple, j'étais avec 7 personnes pour Noël avec toute ma famille dans un de nos cinémas. Voilà, au point de contrôle, c'est un seul QR code et vous faites rentrer tout le monde. Et je peux vous dire que ça ressemble un petit peu à ça. J'étais un peu lyrique là. L'idée en fait, c'était quoi ? C'était de dire qu'au point de contrôle, maintenant c'est comme une route que vous pouvez emprunter la nuit, il n'y a personne. Et ça va tellement vite que du coup, vous prenez beaucoup de plaisir. Donc vous passez ni par les bornes, ni par les caisses. Et je peux vous dire que ça change un peu la vie, surtout les samedis soirs. Enfin, d'autres éléments, c'est que vous avez aussi l'enregistrement de tous vos moyens de paiement. Carte bancaire, bon, ça c'est classique, mais aussi de tous les cartes, on va dire, propres au circuit Gaumont-Pathé, 3, 5, 10 places, les cartes CE. Et en fait, maintenant, toutes les cartes maintenant sont dotées d'un QR code. Vous utilisez le super scan que je vous ai montré tout à l'heure, et bim, vous avez en fait votre carte qui est automatiquement enregistrée dans votre compte. Ça aussi, ça vous change la vie. L'un des pain points, excusez-moi de l'anglais, l'un des pain points numéro 1, c'est le fait d'avoir à sortir un moyen de paiement. Le fait de dématérialiser le moyen de paiement, ça change la vie de l'utilisateur, du spectateur, et du coup, ça change son expérience. Et enfin, le truc qui a l'air aussi un peu tarte à la crème, c'est
l'intégration de Facebook boutons Connect sociaux. et de Twitter Connect. Pourquoi ? Parce que là aussi, pour pouvoir créer votre compte et utiliser à 100% toutes les fonctionnalités, c'est plutôt beaucoup plus simple d'avoir un Facebook et un Twitter Connect. Et voilà. Donc je vous recommande, si vous êtes en face de ce type de choix, d'insister auprès de vos agences, d'intégrer en fait ce genre de choses. Et si je peux encore juste une petite minute, j'ai encore un peu le temps. C'est l'avenir. Donc ça, on a parlé de voilà, c'est tout nouveau, ça a moins de 2 mois. C'est juste la première étape de ce qu'on est en train de préparer. L'avenir, ça va être une messagerie intégrée. Ça va être des possibilités de parrainage et de pouvoir en fait envoyer très facilement une place à quelqu'un de votre entourage, un service à la place, c'est-à-dire qu'on peut imaginer, vous êtes assis dans votre fauteuil comme là, et vous avez besoin d'un popcorn ou d'un peu de coca, vous pouvez commander directement et on vous amènera en fait votre popcorn à votre place. Voilà. Donc il y a plein de choses. Voilà, c'est vraiment la toute première étape, le tout début de ce que le mobile va pouvoir apporter en fait au cinéma. Et on est extrêmement confiant sur l'avenir en tout cas. On peut l'applaudir. J'ai 2-3 questions très rapides. Tout d'abord, comment tu structures les audiences qui utilisent justement cette application par rapport on va dire, aux spectateurs lambda qui achètent son billet ? Quel est le profil des personnes qui utilisent l'application et le e-billet ? Alors, il est plutôt masculin, il est plutôt jeune. Ça, c'est indéniable. Ouais. Même si on a vu le contraire sur Twitter tout à l'heure. Mais voilà, c'est plutôt masculin, plutôt jeune. Et en fait, on a prévu donc, une grosse campagne de pub sur l'ensemble de nos médias à partir de avril-mai pour justement réintéresser, avoir des personas. Parce que persona, c'est le fait d'avoir des typologies en fait, de personnes à qui on s'adresse. Et que chacun puisse se reconnaître. Donc on a une des créas, c'est une personne de plus de 60 ans qui utilise l'appli et qui fait le truc. Mais donc voilà, on a un vrai sujet de démocratisation de l'application. De vulgarisation de l'application. Exactement. Et aujourd'hui, ça a été téléchargé à près de 2 millions de fois là, pour l'instant. Par rapport aux travaux qui ont été réalisés par nos amis de McDonald's qu'on connaît bien, sur une gestion plus optimisée du yield et l'idée d'avoir effectivement moins de queue en caisse et une augmentation du chiffre d'affaires sur le point de vente, est-ce que tu considères qu'effectivement le côté e-ticket participe vraiment à une vraie fluidification et tu le vois au niveau des salles, ou est-ce que tu vois au niveau des salles qui sont assez connues où il y a en général pas mal de monde, ou c'est là où il y a le plus de e-tickets qui sont vendus ? Quelle est la corrélation entre les ventes et le... Alors la corrélation, les plus grosses salles en fait font les plus grosses, les plus gros volumes en tout cas de e-billets. Alors ce qui est intéressant, c'est surtout des salles un peu particulières, donc pas très loin d'ici. On a Pâté Beaugrenelle. Si vous n'avez pas essayé encore, essayez ce cinéma. C'est le flagship donc du circuit à Paris. Où il y a la réservation à la place, c'est-à-dire qu'on est obligé en fait de réserver sa place. Donc un endroit dans la salle. Là par contre, là ça explose puisqu'on est à plus de 40% des billets qui sont vendus en fait en digital. Okay. Donc ça change en fait le produit que vous proposez. Change en fait la façon dont les gens appréhendent en fait l'application mobile. Dernière question, tout ce qui est en jeu de premium, c'est vrai que nous, avec le Hub Institute, on voyage un peu. Donc, quand on a fait le forum à Sao Paulo, on a testé comme ça une salle premium avec le dîner servi, enfin un truc qui n'existe pas en France en fait. Donc, est-ce que vous allez dans cette direction, ce que tu expliquais avec l'appli où on géolocalise et du coup il y a des personnes qui arrivent et qui te donnent ton coca ou des choses comme ça? Alors, les salles premium, effectivement, elles existent en France. Il y en a une à Aéroville. Ouais, il y en a une à Aéroville. Ouais. Alors, on a analysé un peu le modèle. Alors, c'est un problème de modèle économique. Et à ce stade, on n'a aucun élément qui nous permet de dire que c'est quelque chose de viable à moyen ou long terme. Okay. D'accord. Donc, c'est bien pour l'image. Mais voilà, pour l'instant, on ne se dit pas que c'est une bonanza et il faut y aller. Très bien. Donc, c'est pour ça que, voilà, pas Merci de salle beaucoup, VIP Fred. pour l'instant. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. Merci à vous. Katia, on est très heureux de t'avoir en un morceau. Donc, j'ai eu un accident, c'est pour ça que j'avais un petit peu de retard. Désolée, bonjour à tous. Et je suis bien en un morceau. Très bien, on est très heureux de t'avoir. Donc, ce matin, on échange sur toute la stratégie vraiment mobile que tu as mis en place ces derniers mois.
L'idée, c'est clairement reconquérir le consommateur par le mobile. Donc, vous avez fait des gros efforts. Tu as une petite vidéo, je crois, que tu vas introduire. Mais avant, est-ce que tu peux nous partager un peu les derniers chiffres du groupe La Fnac ? On a annoncé donc nos résultats il y a maintenant quelques semaines avec une forte progression de ces résultats qui, on va dire, valide une stratégie, une transformation de l'entreprise volontariste depuis maintenant 4 ans. Moi, je suis arrivée à la Fnac il y a 5 ans, donc j'ai vu le chemin parcouru. Donc, valide cette stratégie à plusieurs niveaux. Bien évidemment, on a un vrai levier qui est le levier omnicanal, et j'en parlerai dans le cadre du mobile, qui est pour nous le pont, bien évidemment, idéal entre les magasins et le web. Et du coup, on réfléchit vraiment sur ces logiques 360 où il n'y a plus de frontières, plus de barrières. Et au finalement, on va pouvoir développer des services qui sont plébiscités par les clients en surfant entre le web, les magasins et bien évidemment le mobile, j'y reviendrai. Et puis également des nouvelles offres, des nouveaux produits. On a une vraie volonté d'innover, d'aller vite. Je crois que quand on se parle de mobile aussi, on se parle d'agilité, de rapidité. Donc on travaille beaucoup avec des startups, notamment sur les objets connectés, qui sont un pan de développement très important pour nous. On a créé un prix startup en fin d'année et avec une relation très proche. Et c'est le cas aussi sur l'ensemble des technologies qu'on va développer, que ce soit sur le mobile, en magasin. Voilà, on a une vraie volonté d'être à la pointe. Et un peu en open innovation, quoi. Totalement, et puis je pense que ça fait partie de l'ADN de la Fnac. On a fêté nos 60 ans en 2014, donc nous aussi, on est une vieille dame, mais extrêmement dynamique. Et enfin, le dernier levier très important pour nous, et c'est ce qui est vraiment le fer de lance et la manière dont on va screener la pertinence des projets, c'est le client au cœur. Est-ce que c'est utile ? Est-ce que ça fait sens ? Est-ce que c'est simple ? Et puis, est-ce qu'on peut aller très vite pour gagner des parts de marché ? Voilà, donc c'est ça un peu la vision qu'on a. Et puis, on poursuit sur 2015. Le mobile, c'est important. On est présent sur le mobile en 2009. On a fait partie des premières entreprises qui ont développé leurs applications. Pour nous, c'est une application avec une cible donnée, plutôt des clients fidèles. Il y a une carte, je crois que c'est dans les slides suivants, la carte de nos adhérents. Donc là aussi, c'est facile, on a sa carte dans sa poche. Et puis un site mobile qui a un trafic très important. Et on est vraiment sur ces deux axes-là avec des stratégies complémentaires d'acquisition d'un côté, donc plutôt sur le site mobile, et puis et de rétention et de fidélité, de relationnel, donc sur l'application que vous découvrez ici, avec lesquels on a gagné quelques prix en fin d'année, dont le prix des internautes qui est très important pour nous, parce que c'est le prix des clients, de ceux qui l'utilisent. Et à ce titre-là, c'est ce qui fait foi pour nous. Absolument. On regarde la petite vidéo, je crois que c'était le slide d'avant. Voilà. C'est parti. Fnac. Donc une expérience multi-écran, il y a aussi la version tablette, et tu es clairement dans ta logique, dans une logique très servicielle, quoi. Exactement, et c'est aussi, d'abord, c'est une vraie attente des clients, et puis on voit bien qu'avec les magasins, on a un très beau réseau de magasins et un site à très fort trafic. On est le deuxième site e-commerce en France, donc quand on allie les deux, on a vraiment à la fois de la puissance et puis également une très belle plateforme pour innover, pour développer des services. Donc, dans les attentes des clients, puisque c'est d'abord ça qu'on regarde, quand on innove, c'est pas juste pour se faire plaisir. On peut aussi se faire plaisir, c'est important, surtout quand on travaille en équipe. Mais c'est qu'est-ce qui fait sens. Donc, il y a des attentes de rapidité de plus en plus vite. Donc, nous, on offre par exemple le retrait 1 heure gratuit en magasin. Donc, vous commandez sur le web et 1 heure après, vous pouvez retirer votre produit. Ça, c'est la force du réseau. C'est la force du réseau
Fnac. Ce que peut pas faire un pure player aujourd'hui, quoi. Ce que peut pas faire un pure player, et donc c'est vraiment ça notre différence. Donc on va tout articuler là-dessus, concentrer l'ensemble de nos efforts pour développer une offre de service. Voilà, on se parle aussi de gratuité, c'est important, c'est un axe de conversion essentiel pour les clients. Et puis le service aussi, c'est de donner à voir les stocks, donc depuis votre mobile. Donc je pense que vous avez tous téléchargé l'application Fnac, c'est aussi valable sur le site mobile. Vous pouvez consulter l'ensemble des stocks, on a à peu près plus de 10 millions de produits, donc disponibles dans votre poche, et ce sur l'ensemble du réseau de magasins. Donc vous pouvez voir s'il y a du stock à Saint-Lazare, à Limoges, à Marseille, ou encore dans nos nouveaux petits magasins, donc des magasins de proximité qu'on a développés. Oui. Donc que ce soit dans les gares, les aéroports ou sur l'ensemble du territoire national français. Et là aussi, on a des petits magasins de 300 mètres carrés où vous retrouvez les 10 millions de produits accessibles dans ces magasins. Du stock, c'est le stock web qui est totalement accessible sur 300 mètres carrés. Donc c'est ça aussi la beauté du modèle. Et puis c'est plébiscité par les clients parce que c'est simple et pratique. En termes de développement de projets, d'appli, comment tu as géré les projets? Combien de temps? On parlait beaucoup ce matin d'itération, effectivement. Est-ce que tu es dans une logique très agile où dès qu'il y a un service qui est disponible, tu le proposes et du coup tu proposes la mise à jour? Comment tu t'organises un petit peu côté prod en fait? Alors, comme je disais, en fait, nous on essaie de rester à la pointe de l'innovation, donc d'être toujours vraiment clair sur les nouvelles innovations, les nouvelles technos, donc que ce soit en France ou aux États-Unis ou ailleurs d'ailleurs, pour avoir vraiment les dernières fonctionnalités qui peuvent aider nos clients. Ensuite, on essaie de travailler sur des délais très courts. Je crois que c'est ce qui fait aussi... pour moi, c'est une vraie révolution. Et sur les 4-5 dernières années, je trouve que le monde s'est vraiment accéléré. Donc, on doit aller vite. Et puis, il y a aussi tester. Donc, faire du test and learn en bon français. Et de se donner les chances aussi... pour certaines innovations ou tests, d'avoir des succès, et puis d'autres aussi de se planter. Mais je pense que ça fait aussi partie de la courbe d'apprentissage. Donc nous, on se donne vraiment cette chance de se dire, voilà, il y a 80% où on est sur des choses assez lourdes, et puis 20% d'innovation pure, où on se donne la chance de faire des tests, et puis ça marche, ou ça correspond à un vrai besoin client, on accélère et on y va à fond. Et puis sinon, tant pis, on a au moins appris que c'était peut-être pas forcément la bonne solution. Et après, de rester simple, on essaie de rester très focus. Je pense que de choisir les 4-5 innovations qui vont avoir du succès et d'y aller vraiment de manière puissante, en embarquant les magasins, je reviens dessus, puisque à chaque fois, nous, on a une vraie opportunité de lier le réseau physique et le web. Et on voit ici les taux de téléchargement. On n'est pas très loin de vous, on est un peu plus, peut-être un peu plus, mais bon. Parce qu'on a une base de données clients de 7 millions de porteurs, donc c'est aussi une manière de pouvoir leur dire, voilà, télécharger l'appli, c'est pratique pour vous. J'avais une question, tu sais, pour essayer de faire la promotion de l'app. Est-ce qu'au niveau du plan média, tu t'encourages une communication pour encourager l'install, tout ça, ou vous restez juste dans une problématique de contenu et de message marketing? Comment ça se passe? Alors, comme je le disais, en fait, on a notre site internet, c'est le 2e site e-commerce en France, donc on a un trafic conséquent. Ouais. Et donc on l'utilise pour marketer notre application. Ça, c'est le levier majeur. Donc il s'avère en plus que c'est gratuit pour nous. On va dire qu'on paye le trafic généré sur notre site, mais on a aussi beaucoup de trafic spontané et propriétaire. Et ça fait écho à ce que j'évoquais sur la base de données. On a la chance d'avoir une base de données, et ce depuis la création de la Fnac, ça fait vraiment partie de notre ADN. Une base de données extrêmement riche, complète. Donc on va mettre en avant cette application dans une logique servicielle, puisque vous avez votre carte adhérent, les stocks, ce que j'évoquais juste avant, mais c'est vraiment cette dimension utilité, c'est pratique, c'est simple, qu'on va mettre en avant. Et puis voilà, on arrive à 35% de trafic grâce à ces leviers qui ne sont pas des leviers finalement de médias classiques, qui sont vraiment des leviers propriétaires. On a aussi, je pense que vous l'avez vu, des mises en avant en magasin, puisque notre application permet aussi de consulter les contenus en magasin. D'avoir plus d'informations sur les produits,
Donc ça aussi, c'est en tout cas une fonctionnalité qui est très utilisée. On met en avant aussi l'application et le site mobile en magasin. Et les équipes en magasin en sont extrêmement fières. Et donc du coup, on a la puissance de tout le réseau et tous les vendeurs pour nous aider à la promouvoir. Ce matin, on a beaucoup évoqué le lien vraiment fort entre vraiment le social et le mobile. Est-ce que tu as une problématique de brand content sur les réseaux sociaux pour driver un trafic directement dans l'app, ou c'est aujourd'hui plus une stratégie un peu en fonction de l'écran, il est plutôt basculé sur le site web ou la version mobile du site? Comment tu organises ça? Alors, nous, la volonté, c'est de laisser le choix aux clients, donc de ne pas forcer en tant que tel. Donc ensuite, libre à lui de pouvoir interagir, que ce soit sur le desktop ou le mobile ou ensuite en magasin, puisque les réseaux sociaux, là aussi, pour nous, c'est vraiment un levier de rayonnement de la marque, à la fois de tous les lancements, de toutes les innovations produites. Je parlais des objets connectés, Dieu sait s'il y en a, et pour le coup, de donner aussi à lire les nouveaux usages. Donc il y a une vraie attente à ce niveau-là. Ensuite, il peut les consulter comme l'email, d'ailleurs, sur mobile ou sur desktop. Finalement, pour nous, c'est donner le choix. Donc ensuite, sans contrainte. Et lui rendre la vie plus facile. Donc oui, sur mobile, pas que, et on donne le choix. Alors, il y a des grosses questions. On échange pas mal actuellement avec nos amis des centres commerciaux qui ont des problématiques vraiment d'activation, avec des vraies problématiques CRM. Chaque grand magasin a son propre CRM, a sa propre activation. Eux, ils veulent aider, générer du voucher, du coupon et autres. Vous, est-ce que justement, via les applications, est-ce que vous avez une vision et un travail de géoloc qui permet de pousser des coupons, de l'activation par point de vente en se basant sur la localisation du mobile en fait? Alors oui, et on l'utilise beaucoup, comme je disais, c'est un outil relationnel, donc on a la chance de pouvoir utiliser les push applicatifs aussi, donc là aussi en ayant personnalisé une fois qu'il est logué, personnalisé, et puis également la fonction SMS en complément à date. On l'utilise aussi dans les emails, et là on travaille avec une start-up TinyClue sur tout ce qui est marketing prédictif, donc capacité à pouvoir cibler en fonction de l'intérêt des clients, pas tant sur une juste logique d'historique d'achat, mais également sur des logiques de navigation où on va pouvoir discerner ce qui les intéresse et de là pouvoir les cibler, que ce soit sur mobile, puisque l'ensemble de nos emails sont pensés aussi pour le mobile. Et c'est un levier très important pour nous. Et puis d'être dans une logique de prédictive. Et ça a été une nouveauté qu'on a lancée en 2014, basée sur la navigation et le trafic sur notre site, où on a une connaissance client extrêmement riche. Et puis notre base de données, là aussi, et on croise les deux. Un vrai moteur de recommandation basé sur l'historique de navigation et autres, quoi. Alors, c'est pas fini. C'est vrai qu'on a, je peux pas tout révéler, mais on a pas mal d'innovations dans les tuyaux. Ça restera entre nous, effectivement. Donc, notamment sur le paiement, on a des réflexions sur tout ce qui est également relationnel. En magasin, c'est un vrai axe de développement. Tu parlais de réseau physique. Il y a beaucoup d'attentes et c'est un travail collectif. Donc on réfléchit aussi avec nos forces de vente pour que ce soit ni intrusif pour les clients, parce que je pense que le mobile, c'est une arme redoutable, mais vous l'avez dans votre poche, vous l'avez avec vous quasiment 24 heures sur 24. Donc il faut qu'on sache le gérer avec justesse et pertinence pour que ce soit non intrusif. Une petite conclusion pour la fin. Tu as identifié les 4 leviers de succès pour réussir sa stratégie mobile. Est-ce que tu peux les partager avec nous? Alors j'en ai même 5. C'est 5. Un bonus. C'est vrai pour le mobile, c'est vrai pour la stratégie omnicanal, c'est vrai pour notre stratégie au global. Ça peut paraître trivial, l'obsession client, mais c'est ce qui nous permet de décider d'une action ou pas. Est-ce que ça a un sens pour lui? Est-ce que c'est une attente? Est-ce que c'est une priorité? Et ça nous permet de rester concentré sur ce qui va être important et ce qui générera au final de l'intérêt et donc de la conversion, parce qu'on se parle quand même de performance économique et de chiffre d'affaires, somme toute. Simple et agile, là aussi c'est le deuxième constat et c'est essentiel et je trouve que c'est de plus en plus important. Pour une entreprise qui est née en 1954, parfois c'est un défi. Je pense qu'on a démontré ces derniers mois qu'on était capable de le faire, et avec l'ensemble d'un réseau physique, donc comme quoi il n'y a pas que les purs payeurs qui peuvent aller vite. Et puis agile aussi, j'y reviendrai quand on se parle d'équipe et de management, c'est une philosophie, c'est une vraie culture nouvelle à instaurer, et ça fait partie aussi des axes de réflexion qu'on a avec mon équipe sur comment on va plus vite et plus vite.
en étant agile. Focus, un mot, focus. Là aussi, on peut se disperser. Il y a plein d'innovations, des nouvelles techniques, des buzzwords, des choses qui sont à la mode, des grandes tendances. Voilà. Mais au final, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui va marcher et qui va générer du résultat. Donc c'est pour ça que nous, c'est la loi des 80-20. On a 80% où on sait que voilà, on a déterminé sur la base de tests que c'était ce qu'il fallait faire, ou en tout cas qu'on avait déjà des résultats probants. Et puis 20%, on se dit là, on peut se laisser des marges de manœuvre pour tester, innover, se planter, réussir aussi, on l'espère. Et puis ensuite décider les 5 priorités sur lesquelles on serait focus. À la pointe, c'est essentiel de ce qui se fait sans tomber dans l'agitation perpétuelle. Donc ça va de pair avec le précédent. Mais il y a beaucoup d'innovations et on a la chance d'avoir en France de belles startups. Donc nous, on souhaite les promouvoir, les aider à se développer, que ce soit sur des sujets produits ou marketing, et puis travailler ensemble. Et puis, c'est un travail d'équipe. Et ça, c'est important à dire. Donc, on travaille de beaux partenaires. On a développé l'application avec Capgemini. On travaille beaucoup avec l'agence Marcel sur les réseaux sociaux et sur nos stratégies de com au global. Et c'est avant tout un travail d'équipe. Donc, je remercie mon équipe. Pour certains, ils sont là et d'autres sont en train de travailler. Oui, mais ils te regardent. Et c'est important, on ne fait pas les choses seul, donc embarquer son équipe, travailler aussi de manière transverse dans l'entreprise. Nous, on fait des roadshows internes, on va voir les magasins, on leur explique qu'est-ce que le marketing prédictif, ça fait un peu un mot barbare. Donc on vulgarise et surtout on donne envie. Et je pense que pour faire bouger une entreprise et aller de l'avant, c'est assez essentiel de donner envie et de se faire plaisir. Merci beaucoup. Dernier mot. Est-ce que vous avez des clients qui sont parfois les mêmes? Est-ce que des échanges de donner, donner de la valeur à la data, tout ça, est-ce qu'on pourrait imaginer que des acteurs complémentaires comme vous, qui ont des expériences complémentaires, pourraient se parler et enrichir la data pour proposer une expérience encore plus intéressante? On imagine que la personne qui va au ciné peut acheter un DVD en sortant, surtout si le ciné est dans le mall qui héberge une Fnac. Est-ce que c'est des réflexions que vous avez dans cette logique un peu d'ouverture et de partage, de connaissance du consommateur? Vincent Ducret, entremetteur. Ouais. Non, mais bon, comme je suis là... je sais pas, il faut... Nous, c'est déjà consommé, en fait. Donc, on se connaît bien évidemment avec Frédéric et on échange déjà sur pas mal de sujets, mais oui. On n'a pas été jusqu'au bout de ce sujet-là, en tout cas. Bon, on ne va pas tout dévoiler aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci pour ce panel. On peut les applaudir. Merci à vous. Ouais. Merci Katia. Merci à vous. Merci Frédéric. Super.